célébration de la Journée internationale des droits de la femme, la Ligue islamique du Burkina offre l'occasion aux femmes journalistes d'expliquer leurs conditions. Comment concilier vie professionnelle et vie familiale? C'est l'une des questions soulevées lors d'un panel tenu ce matin à Ouagadougou. Les échos à suivre dans quelques instants. Femmes battantes et femmes modèles, elles le sont et elles le prouvent bien au sein de l'armée burkinabé. Le sergent Mariam Seba et le sergent-chef Alimatou Sawargo sont deux jeunes militaires qui dirigent des équipes d'hommes sans difficulté. Les témoignages à suivre dans ce 20h qui reçoit également la ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de l'Action humanitaire. Dans ce 20h, nous parlerons de ces maisons dites intelligentes et connectées. Leur particularité, elles disposent de systèmes d'action et de surveillance à distance grâce à l'évolution des TIC. Plus qu'un luxe, c'est une nécessité, notamment pour des raisons de sécurité. Explication à suivre dans cette édition. Actualité à l'étranger, ce dimanche, le pape a célébré la plus grande messe de sa visite en Irak. Il s'était des milliers de fidèles à assister à cette célébration qui s'est déroulée à Erbil. Des détails complets à suivre en fin d'édition. Bonsoir, merci de nous suivre. Cela dit, à l'occasion de la commémoration du 8 mars, la Ligue islamique du Burkina Faso rend hommage aux femmes journalistes, et ce, à travers un panel tenu ce dimanche à Ouagadougou. Sujet abordé, la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale pour ces femmes qui exercent un métier particulier. Le compte rendu de Urbe Benito Somé et Maïmouna Traouri. Un panel à l'honneur des femmes de médias. Pour la 4e fois consécutive, la Ligue islamique pour la paix au Faso rend hommage aux femmes journalistes à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme. Des gens qui passent en longueur de journée à s'exposer de tous les côtés, il faut les encourager. Et c'est tout ça qui nous a motivés à encourager les femmes de médias. Deux communications ont permis aux participantes d'échanger sur les conditions de vie et de travail de la femme journaliste au Burkina Faso. La première a abordé le thème « Comment concilier vie de foyer et vie professionnelle ». Avec la seconde communication, le débat a porté sur femmes, mères et épouses, comment être une source de bonheur. La conciliation des deux n'est pas évidente, mais on peut y arriver par un dialogue permanent et aussi par le fait qu'il y ait un certain nombre de prérequis au niveau des entreprises, au niveau de l'État. Vu le style de métier que vous faites, c'est difficile de faire une planification avec la vie de famille. Mais tout ceci, il faudrait sensibiliser le conjoint à comprendre la nature même de votre travail, les exigences de votre travail et tout ce que cela demande et ce que ce travail-là aussi vous apporte en termes d'épanouissement en tant qu'être humain. Trouver l'équilibre entre la vie de foyer et celle professionnelle, le défi est à relever au quotidien et ces femmes de médias sortent de ce panel bien édifiées. On a eu droit à un panel, deux sujets qui ont été donc débattus, qui nous ont permis quand même de révéler les difficultés que rencontre la femme journaliste, des échanges qui nous ont permis de savoir que c'est vrai qu'on rencontre des difficultés, mais on peut s'en sortir. C'est une ligue islamique, mais quand vous voyez le profil de toutes celles qui étaient là ce matin, c'est toutes confessions religieuses confondues. Et donc déjà, on voit la démarche de l'union, de la solidarité et de la paix qui est prônée à travers ce qui est fait. Donc j'accueille ça avec beaucoup de satisfaction et je prends cela également comme une invite, comme un encouragement à mieux faire. Toutes les participantes sont reparties les bras chargés de cadeaux en guise d'encouragement pour le travail abattu au quotidien. 6 d'entre elles ont reçu des attestations de reconnaissance. Nous poursuivons avec notre série de reportages sur les femmes battantes. Ce soir, découvrons tout d'abord cette jeune dame engagée dans la vente en gros des céréales. Elle, c'est Asseta Oubda qui s'investit également dans la transformation des produits alimentaires. Allons à sa rencontre avec Konsun Koulibaly et Viviane Tsenerbego. Les journées se déroulent presque toujours au pas de course. Entre le bureau où elle reçoit ses partenaires, traite ses dossiers, le téléphone où elle traite ses affaires et les sorties sur le terrain, cette chef d'entreprise est très active. Depuis 2012, Dame Asseta Oubda est dans la vente en gros. La marchandise choisie, ce sont les céréales. Par jour, on peut recevoir plus de 120 à 200 tonnes. Et par mois, on peut écouler à peu près 400 à 500 tonnes. Ça dépend des commandes. Elle a choisi de s'investir sur la qualité des produits que sa structure vend.
Elle travaille donc avec un cabinet d'expertise agroalimentaire. Ici, les membres de ce cabinet effectuent les prélèvements nécessaires aux études des denrées avant leur livraison aux clients. En 2014, Dame Oubda s'est lancée dans la transformation et c'est une autre structure qui s'en occupe. Pour la diriger, Asseta Oubda a fait confiance à une autre femme, Mariette Ouedraogo. La matière première utilisée est exclusivement le maïs, blanc ou jaune. Et par jour, nous produisons 15 tonnes, réparties en 48% grises, 35% germe et sang et 16% farine. À côté de cette usine, des petites mains travaillent pour faciliter les choses. Ce qu'elles gagnent comme rémunération, ça les aide à scolariser leurs enfants, à s'occuper d'elles-mêmes sans problème. Parce que la plupart de ces femmes, ce sont des veuves et des vieilles. Pour l'écoulement de ces marchandises, les nouveaux moyens de paiement sont d'une grande aide. La technologie moderne, actuellement, je peux dire que c'était la solution même qu'on cherchait dès le début. Parce qu'avant, pour se promener avec de l'argent, c'était vraiment compliqué. Mais de là, tu peux envoyer ton partenaire, il regarde son portable, en instant, il récupère et il fait les opérations. Et franchement, ça nous permet de faire nos opérations sans souci et en sécurité. Les deux structures de Mme Asseta Oubda emploient une vingtaine de salariés permanents et une centaine de journaliers. Et voici deux autres jeunes dames qui font la fierté au sein de l'armée burkinabé. La première, c'est le sergent Mariam Zeba, qui évolue au sein de l'armée de l'air et est rentré tout récemment de Djibo après quelques mois de mission. La deuxième est le sergent-chef Alimatou Sawadgo, qui s'illustre bien dans le domaine du froid et de la climatisation. Leur portrait dans ce dossier signé Alidou Bazini et Draman Guéné. En place à C'est une équipe de 7 combattants, tous des hommes. Ils sont aux ordres du sergent Mariam Zeba. Fusilier de l'air, elle a choisi la cellule opérationnelle de l'armée. Ce matin, nous avons pour mission de sortir, amener un individu qui a été appréhendé à la gendarmerie. Okay? La mission c'est d'être quoi? D'être vigilant et vous serez obligé d'être par binôme. Pas de complexe, Mariam fait la même mission que les hommes dans la sécurisation du territoire national. Le sergent est rentré fraîchement de Djibo dans le Sahel après 3 mois de lutte contre le terrorisme. Là-bas, j'étais au niveau de la logistique, j'étais chargé de ravitailler les différents engins qui sortent pour les patrouilles, etc. Et de temps à autre, je viens à Ouagadougou pour les ravitaillements et puis je repars à Djibo. Je suis une combattante sur le terrain et ma spécialité même c'est l'infanterie. Donc très souvent elle est amenée à effectuer des opérations de sécurisation du territoire. Voilà, et je pense que de novembre 2020 à février 2021, elle était déployée à Djibo. Voilà, tout dans le cadre de la sécurisation du territoire. Un autre univers où les femmes excellent dans l'armée, le génie militaire. Ouais. Tiens la clé. Donc, comme ça, on a fini d'entretenir le climatiseur. C'est un type armoire, 3 chevaux. Le sergent-chef Alimatou Sawadogo et ses hommes sont en pleine révision des climatiseurs de bureau. C'est son quotidien à la tête d'une équipe composée de garçons. Ça se passe bien. C'est vrai que c'est difficile de voir la femme au-delà de sa féminité, mais avec la détermination qu'on a, le désir de montrer des résultats, bon, je ne dirais pas qu'on s'impose, mais on est obligé de faire avec. Et vraiment, ça se passe bien. Je n'ai pas de difficultés avec eux. Ce qui est facile dans ce domaine est que c'est technique. Donc, si tu maîtrises déjà, tu gères facilement les subordonnés. C'est quand tes connaissances sont en dessous des subordonnés que parfois ça pose problème.
Le sergent-chef Alimatou Sawadougou est technicienne en froid et climatisation au génie militaire. L'installation, l'entretien et la révision des équipements n'ont plus de secret pour la chef d'équipe. Nous sommes donc à la veille de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Et comme annoncé, je reçois la ministre en charge de la femme, Madame Marie-Laurence Ilboudo-Marchal. Bonsoir, Madame le ministre. Bonsoir, Nathalie. Alors, au cas où vous ne le saviez pas, les femmes sont à l'honneur cette semaine sur la RTB depuis lundi passé. Et quel commentaire, justement, vous avez à faire à propos des reportages que vous avez suivis avec nous? Moi, c'est un sentiment de fierté d'être à la tête d'un ministère de la femme et voir des femmes qui sont des exemples pour les autres, parce que je dis le meilleur conseil, c'est reste l'exemple, et de dire que j'espère qu'il y aura encore plus de femmes dans les secteurs dits secteurs hommes. Donc, c'est un sentiment de fierté. D'accord. Alors, nous sommes à la veille de la cérémonie officielle, comme je le disais. Est-ce que jusque-là, vous avez pu dérouler normalement le programme qui était prévu? Absolument. Nous avons commencé par le lancement de la ligne verte pour les dénonciations des violences basées sur le genre. Et hier, nous avons eu un panel pour discuter des deux thèmes sur l'inclusion financière et comment booster le commerce des femmes par le e-commerce. Et demain, nous avons la célébration, célébration de la Journée internationale de la femme au Palais des Sports de Ouagadougou. D'accord. Alors, vous l'avez évoqué, on sait que le thème cette année est relatif donc à l'inclusion financière des femmes en passant par le numérique. On a entendu un peu la femme qui a parlé des avantages des TIC tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la pertinence de ce thème? Oui, je voudrais dire déjà qu'à l'international, on a parlé de leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de Covid-19. Aujourd'hui, quand on parle de futur égalitaire, il y a des gaps, l'écart à boucher. Et cet écart passe par l'instruction et par l'appropriation des outils que les femmes doivent maîtriser au même titre que les hommes. Donc aujourd'hui, nous avons vu le défi sécuritaire ajouté au défi sanitaire. Ça réduit le déplacement des personnes, donc les femmes aussi, y compris les femmes, d'où la nécessité de réfléchir comment aujourd'hui les femmes peuvent aller dans cette dynamique. Mais avant, il y a l'évolution des temps. Il y a pas très longtemps, quand on voulait correspondre avec quelqu'un, on avait quelqu'un qui écrivait pour nous, pour donner au village, pour donner en ville. Après, il y a eu les télécentres. Et après, les télécentres sont partis, c'est les portables qui sont là. Donc, le monde évolue. Les femmes doivent savoir qu'elles doivent évoluer avec le monde pour être à la pointe du temps avec les autres. Donc, nous avons aujourd'hui initié cette thématique pour montrer l'intérêt des femmes à s'intéresser. On n'a pas vraiment besoin de sortir de l'école polytechnique informatique pour utiliser ces outils. Il suffit d'aller, et surtout quand on va ensemble. Nous avons demandé aux femmes de ne pas aller sur le e-commerce isolé. Il faut qu'elles aillent ensemble. C'est comme avoir une boutique. Le virtuel et le réel, c'est la même chose. À la différence que on ne se voit pas dans le virtuel. Donc, c'est les mêmes précautions que nous devons prendre en physique qu'en virtuel. Ça veut dire que quand nous avons une boutique, nous avons des vendeuses, nous avons des comptables, et c'est la même chose dans le virtuel. Il faut avoir quelqu'un pour gérer la boutique en ligne, il faut avoir quelqu'un pour les finances et être très très prudente, parce que nous savons que même dans le réel aussi, il y a des escrocs. Donc, il faut mettre les garde-fous, et c'est ce que nous allons faire après le 8 mars, former les femmes à s'habituer à être familière plutôt à cet outil. Et lorsqu'on parle de ce thème, d'aucuns se demandent par exemple si les femmes en milieu rural là, sont prises en compte. Absolument. Vous savez déjà, les femmes utilisent déjà cet instrument sans s'en rendre compte. Il faut déjà que nous approfondissions l'utilisation de cet instrument. Parce que depuis 2016, nous avons mis en place, le gouvernement, les filets sociaux, et ça s'appelle Burkinong Seyang. C'est les transferts de fonds que nous faisons à des femmes vulnérables, les femmes allaitantes et des femmes enceintes. Pour la deuxième tranche qui a été mise en place, un financement additionnel de 100 millions de dollars, nous avons étendu aux femmes handicapées. Donc nous faisons des transferts par le numérique. Elles savent déjà l'utiliser, comment on le fait. Donc, nous voulons qu'elles s'habituent à cet outil et qu'elles aillent encore plus, parce que ça sécurise les femmes au niveau de... Il y a une rapidité, et surtout, les mouvements de cash. Aujourd'hui, nous parlons de trafic, nous parlons du blanchiment d'argent. Ça te permet de discuter clairement d'où viennent tes fonds quand
on t'accuse de quelque chose. Donc, au moins, il y a une traçabilité dans ta richesse. Donc, nous demandons aux femmes d'aller dans ce sens parce que ça aide, en cas de conflit, à avoir les mains libres pour expliquer d'où vient son argent et mieux encore pour sécuriser son argent. Parce que nous voyons aussi, il y a ces soucis en famille avec nos enfants. Il suffit de poser un peu d'argent, l'enfant il soutire, après c'est compliqué. Et ça évite d'avoir de l'argent frais à la maison pour que les enfants ou quelqu'un d'autre ne manipule cet argent. Donc, il est important que nous rentrons dans l'évolution des temps. D'accord. Alors, je le disais, le clou des activités du 8 mars 2021, c'est naturellement pour demain. Quel sera concrètement le menu de cette célébration? Nous avons, comme on dit tantôt, les discours et nous allons faire un bilan à mi-parcours du forum parce que vous savez, le forum, c'est le lieu où les femmes rencontrent le chef de l'État qui s'est engagé auprès d'elle pour résoudre certaines difficultés. Donc nous allons dire un peu ce que nous avons fait à mi-chemin de ce forum. Nous avons aussi, comment ça s'appelle, les décorations, parce que nous avons eu beaucoup de personnes qui ont travaillé pour la promotion de la femme. Et au niveau de la grande chancellerie, nous avons pu avoir maintenant une médaille agrafe promotion de la femme. Il n'y en avait pas, maintenant nous l'avons. Donc, et puis ensuite, nous aurons aussi le discours de Madame Sika Kaboré, épouse de son Excellence le président du FASO, qui patronne cette activité. Alors, pour terminer, un message aux femmes et pourquoi pas aux hommes également à l'occasion de cette journée de demain. Le monde est fait de femmes et d'hommes, donc nous allons faire un message adressé à tout le monde, mais singulièrement aux femmes. Qu'est-ce que je pourrais dire à mes sœurs? Je dis, c'est nos différences qui font nos forces. Il faut que les femmes acceptent qu'elles sont toutes différentes de l'autre. Et deux fois, c'est difficile pour les femmes d'accepter cette différence. Et nous pensons que c'est seulement dans l'acceptation des différences de chacune des femmes que les femmes feront un bond et que les hommes, forcément, suivront le pas. Merci beaucoup Madame le ministre, merci d'être passé donc nous entretenir sur la 164e journée internationale des droits de la femme et bonne célébration à vous. Merci Nathalie, vous êtes invitée. Merci, je serai. Voilà, nous poursuivons avec cet autre sujet, toujours en rapport avec le 8 mars. L'association Zéro Cancer Féminin offre des prothèses mammaires aux femmes atteintes du cancer du sein. Ce lot de matériel a été acquis dans le cadre du projet dénommé Je reste à femme. Rocher Kam et Mounira Kiri. Ces prothèses mammaires et soutien-gorge sont remis dans le cadre de la campagne Je reste femme. C'est le fruit d'une collecte de fonds et de prothèses initiée à travers le monde par l'association Zéro Cancer Féminin. Il y a des femmes qui ont subi la mastectomie, qui ont besoin de prothèses mammaires qu'on ne trouve pas sur place au Burkina. Et avec l'aide de Madame Saralta Jacqueline qui est au Canada, avec d'autres donateurs internationaux, avec des sociétés comme Medicus et Amwena qui sont au Canada, nous avons réussi à faire une collecte de prothèses mammaires et que nous allons ensuite offrir à des femmes qui ont subi la mastectomie. La mastectomie est une opération chirurgicale qui consiste en une ablation partielle ou totale d'un sein. Et avec ces prothèses et soutien-gorge, ce sont 21 femmes qui auront de quoi rééquilibrer leur silhouette. Le cancer n'a pas qu'un visage féminin. Le cancer, il a un visage masculin également. Et le cancer, aujourd'hui, ça peut être moi, demain, ça peut être toi, demain, ça peut être quelqu'un qui est à côté de toi. Donc, d'une manière ou d'une autre, chacun de nous est concerné par cette cause-là. L'association Zéro Cancer Féminin s'est donné pour mission de sensibiliser sur la prévention et la prise en charge des différents types de cancers chez la femme, en particulier le cancer du sein et celui du col de l'utérus. 1500 pailles du 8 mars et 200 sacs de riz pour les femmes évoluant dans l'économie informelle dans la ville de Ouagadougou. Elles reçoivent ce don du Conseil national de l'économie informelle du Burkina Faso. La structure se montre ainsi solidaire des femmes à l'occasion de la journée qui leur est consacrée. Nous suivons la remise avec Amadou Ilboudo et Marguerite Douaniou. Difficile d'imaginer la vie quotidienne sans la présence des femmes de l'économie informelle. Premières actrices du développement à la base, elles sont omniprésentes dans tous les secteurs d'activité. Et pourtant, nombreuses sont celles qui peinent à s'offrir le minimum pour leur plaisir. Et c'est à ces dernières que le Conseil national de l'économie informelle pense à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Et le cadeau à elle offert ce 6 mars,
pour fêter dans la bonne humeur 1500 pagnes du 8 mars et 200 sacs de riz. On a gagné notre modeste contribution pour donner 500 mamans des pagnes de 8 mars associées de riz et pour faire la fête de 8 mars. On est vraiment satisfait de les accompagner nos mamans à faire leur fête. Bonne et heureuse année, que l'année prochaine soit plus meilleure qu'aujourd'hui. Que l'année prochaine, on puisse offrir plus d'un millier de cadeaux à nos mamans pour les accompagner dans leur fête, puisque Dieu va vraiment prospérer le pays et prospérer l'économie informelle. Pour les bénéficiaires, le geste des donateurs est une marque de considération qu'elles apprécient à plus d'un titre. Ce don est salutaire et je remercie vraiment les donateurs et je remercie également le secteur informel de penser beaucoup à la femme en situation de handicap. Nous sommes un regroupement, une coopérative des artisans handicapés qui a été conviée à cette rencontre ce matin. Car si la Journée internationale des droits de la femme parle à l'autre moitié du ciel, elle parle davantage aux femmes dans la précarité et le souhait, c'est que ce geste fasse tache d'huile. Parce que bien évidemment, la commémoration du 8 mars se fait dans le cadre de la réflexion sur l'amélioration de la condition de la femme, mais également il faudrait penser à toutes celles dont souvent les conditions de vie ne sont pas faciles. Et ce que le Conseil national a fait aujourd'hui est quelque chose de grand pour toutes ces femmes qui sont là. Et c'est un message fort qui est lancé et qui aurait pour objectif que tout le monde se sente concerné et que tout le monde puisse imiter le Conseil national. Le Conseil national de l'économie informelle entend ne pas se limiter à la défense des intérêts et des droits de ses membres, mais veut travailler au plein épanouissement des travailleurs et travailleuses de l'économie informelle. Et toujours dans le cadre de la célébration du 8 mars, l'Association pour la valorisation de l'enfant, de la jeune fille et de la femme apporte un appui à la gendarmerie de Djébougou dans le sud-ouest du Burkina. L'association offre à cette gendarmerie du matériel bureautique pour faciliter ses différentes prestations. Nous voyons cela avec Mathieu Da et Issa Kazabri. L'Association pour la valorisation de l'enfant, de la jeune fille et de la femme AVE2F d'Mbanouma célèbre autrement le 8 mars. Cette année, elle a décidé de poser des actes de bienveillance aux plus démunis et au service de l'État. À Djébougou, c'est la brigade de gendarmerie qui se voit dotée d'un ordinateur de bureau flambant neuf. Je dirais d'abord que c'est une expression de besoin et de requête donc, de la compagnie de la gendarmerie qui date de l'année passée, quand la coordination provinciale des femmes avait choisi pour être marraine du 8 mars. Alors nous avons pris donc un engagement donc pour les doter un ordinateur et je pense que nous sommes là pour donc remplir nos engagements. Voilà. Et donc ce qui leur permettra déjà de pouvoir donc mener à bien leur mission sur le terrain. Tout heureux, les bénéficiaires saluent ce geste de l'association d'Mbanouma et appellent les bonnes volontés à manifester leur générosité à l'endroit des services de l'État dans la province de la Bougouriba. Tout naturellement, ce sont des sentiments de joie que je n'arrive pas à exprimer. Voilà, parce que ce geste vient à point nommé, comme je le disais tantôt, parce qu'on en avait besoin. Je pense que l'association, à travers sa présidente, Mme Aïa Oumou Zagré, a entendu notre cri de cœur. Je ne peux que la remercier. Nous sommes ouverts s'il y a des personnes morales, des personnes physiques qui peuvent accepter de soutenir l'État. Ils sont les bienvenus parce que l'État ne peut pas tout faire. Et nous restons vraiment ouverts et nous faisons toujours appel aux bonnes volontés qui peuvent bien aider les services. Séance tenante, la présidente de l'association a pris l'engagement d'offrir du matériel bureautique à certains services de la province. Créée en 2016, l'association d'Mbanouma œuvre pour le bien-être de l'enfant. Autre point de l'actualité ce soir, la Fondation Terre des Hommes Lausanne offre du matériel médico-technique au ministère de la Santé d'une valeur de plus de 70 millions de francs CFA. Ce matériel est destiné à des services du ministère de la Santé et à la Caisse nationale d'assurance maladie universelle. De par ce geste, l'ONG entend renforcer le système de santé au Burkina Faso. Nous suivons la remise avec Pascal Kani.
La Fondation Terre des Hommes Lausanne dote ainsi cette direction et programme du ministère de la Santé et la Caisse nationale de l'assurance maladie en matériel médical et informatique. D'une valeur de plus de 170 millions de francs CFA, ce don entre dans le cadre de 2 projets mis en œuvre par Terre des Hommes sur financement de la Fondation Bill et Melinda Gates. Des projets qui visent à renforcer le système sanitaire burkinabé pour faire face aux besoins sanitaires des femmes et des enfants et la lutte contre le Covid-19. Donc il y a des tablettes, mais il y a aussi des ordinateurs, il y a des chaises gynécologues, il y a... Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des matelas, il y a toutes sortes de matériel que vraiment que les structures de santé ont exprimé qu'ils ont besoin. Donc voilà. Ce matériel sera d'un apport important pour les structures bénéficiaires. Il vient répondre à des besoins exprimés par ces structures sanitaires. Le matériel qui nous a été offert ce soir est un matériel qui a été évalué sur la base des besoins exprimés par les structures bénéficiaires. Et donc il n'y aura pas une clé de répartition parce que la clé de répartition est déjà connue dès le départ. Et c'est pour cela que nous disons qu'il s'agit d'un don pertinent qui part de l'expression de besoins des structures bénéficiaires. Dans le cadre des mêmes projets, Terre des Hommes prévoit doter le centre de santé de Thomas en matériel médico-technique et 300 CSPS en registre électronique de consultation. Parlons à présent de mécanisation des systèmes de production agricole. C'est une condition pour l'intensification de la production agricole et le gouvernement en est conscient. Le ministère en charge de l'agriculture a entamé la remise d'équipements et d'intrants agricoles aux producteurs à travers le pays. Jeudi dernier, à Kaya, plusieurs communes du centre-nord ont reçu cet appui du gouvernement. Nous voyons cela dans ce reportage de Jacques Lamissa Tarpara. Le ministère de l'Agriculture tend bien la nouvelle corde ajoutée à son arc, la mécanisation. Le ton est donné dans la région du centre-nord pour l'intensification de la production agricole. Les communes de Bouala, Bouroum, Nasséré et Namisigma reçoivent chacune un tracteur. 8 motopompes et plusieurs tonnes d'intrants sont également remis aux producteurs. Je voudrais ici rassurer le ministère de l'Agriculture que ce matériel sera utilisé à bon escient. En ce sens que nous avons déjà mis en place un comité de gestion et il y a un calendrier justement de passage de labour qui est mis en place pour la commune de Bouala. Ces équipements et intrants agricoles sont un don du projet de renforcement de la résilience des populations à l'insécurité alimentaire dans les régions du centre-nord et du Sahel. Il intervient dans 6 communes en tout et espère faire mieux. C'est vrai que nous sommes contents aujourd'hui d'obtenir des intrants, des équipements, tout cet accompagnement. Ce n'est pas pour aller dormir. Je ne dis pas qu'ils dorment, non. C'est pour améliorer notre façon d'être, notre façon de travailler. Donc moi, je vais leur demander tout ce que l'État met à travers ses partenaires à notre disposition, que nous l'utilisons comme il se doit, pour notre propre développement. Depuis le début des activités il y a 2 ans, le projet a fait plusieurs réalisations en faveur des jeunes, des femmes et des personnes vulnérables. L'objectif étant de contribuer à l'atteinte de la sécurité alimentaire. La réalisation de 2 unités de jardins nutritifs, la construction de 5 magasins de stockage et de warrantage avec aire de séchage, la récupération de 475 hectares de terres dégradées, l'aménagement de 1132 hectares de CS-DRS, la mise en place de 200 unités d'élevage de noyaux de petits ruminants, la réalisation de 91 puits maraîchers, la réalisation de 5 forages pastoraux. Les régions du centre-nord et du Sahel font face à un double défi, le terrorisme avec tout son corollaire et l'insécurité alimentaire. Ce projet financé par la coopération italienne résout en partie les difficultés des populations. Le fleuve Mouhouna, un cours d'eau qui souffre actuellement de pollution due à l'exploitation artisanale de l'or. C'est une grande préoccupation pour les autorités administratives du centre-ouest et de la boucle du Mouhouna. Elles se sont retrouvées à Koudougou pour se concerter et dégager des solutions pour sauver le fleuve en question. On en sait plus avec Karim Ouedraogo et Edouard Ouedraogo. Avec les mauvaises pratiques d'orpaillage en amont du fleuve Mouhouna, des résidus toxiques polluent l'eau et dégradent la forêt de Kalio. C'est pour trouver des solutions que les autorités administratives des régions du centre-ouest et de la boucle du Mouhouna échangent avec les différentes parties prenantes ici à Koudougou. L'atelier a suggéré
voilà, qu'au niveau central, que les ministères qui sont concernés par cette question, je voudrais citer ici le ministère en charge des mines, le ministère en charge de l'environnement, le ministère en charge de l'eau, puissent en tout cas communiquer sur ce défi qui nous est lancé, afin qu'ensemble nous puissions travailler main dans la main pour envisager des solutions durables pour pérenniser le fleuve Mohone. Les orpailleurs présents à l'atelier partagent la même vision. C'est la même population que vous voyez dans les villes qui se retrouve sur le site d'orpaillage. Donc il est temps qu'on cherche la solution pour que vraiment on ne pollue plus de l'eau ou on détruit l'environnement. Et lorsqu'il n'y a pas un bon encadrement, l'environnement sera toujours détruit et sans protection. L'atelier de Koudougou fait suite à la visite terrain organisée par les autorités administratives sur la forêt de Kalio, où elles ont constaté la dégradation avancée des berges du fleuve Mohone. La résolution des conflits communautaires fait partie des priorités du programme des Nations Unies pour le développement et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Les deux institutions ont mené une étude dans l'objectif de connaître les vraies causes des conflits qui surviennent entre les communautés. L'étude a concerné 2 régions qui sont les Cascades et les Hauts-Bassins. Et les résultats ont été présentés mercredi dernier à Bobo-Dioulasso, Kassoumi Logo et Ismaël Saturnin, Paris. Les conflits fonciers et politiques, ceux liés aux actions des mines ainsi que ceux qui naissent entre agriculteurs et éleveurs, sont les 4 principales sources de conflits communautaires dans les régions des Hauts-Bassins et des Cascades. C'est ce qui ressort ici, à cet atelier de restitution des résultats de l'analyse des conflits dans ces 2 régions. Une étude conjointement commanditée par le PNUD et le HCR, dont l'objectif est d'aider à la participation citoyenne et à la cohésion sociale. Et l'analyse qui a été faite a démontré que les conflits qui sont plus prépondérants dans les 2 régions, c'est des conflits fonciers. Bien sûr, les autres conflits viennent avec des proportions faibles. Et je pense que là où les populations vivent, la seule manière de maintenir la paix, c'est d'assurer qu'il y ait une concertation, qu'il y ait une cohésion et qu'on mette en place ce que nous appelons les infrastructures de paix. C'est des outils et des mécanismes qui repose aussi sur ce que le Burkina a de plus profond. Mais dans la main, le PNUD et le HCR entendent trouver des solutions aux conflits communautaires qui entravent la quiétude de la société. Aussi, une façon pour ces 2 institutions de lancer le débat au sein de l'opinion publique, afin que chacun apporte sa contribution pour réussir le pari de la paix et de vivre ensemble. Avant, nous connaissions les conflits agriculteurs-éleveurs qui étaient récurrents, mais de plus en plus nous avons d'autres conflits et c'est en cela que le PNUD a souhaité mener une étude pour permettre au pouvoir public de comprendre exactement quelle est la nature des conflits, comment nous pouvons résoudre ces conflits. Oundé, Banzon, Karangaso Vigué et Sidera Dougou sont les zones concernées par cette étude sur les conflits. Elle a été financée à plus de 480 millions de francs CFA. Après cette étape, les résultats seront transmis aux autorités compétentes pour d'autres actions. Allumer des ampoules, ouvrir les portails ou encore surveiller votre maison à distance, cela est possible grâce à l'évolution des technologies de l'information et de la communication. Ce qui était perçu il y a quelques années comme un rêve et même un luxe est devenu une nécessité de nos jours. Aujourd'hui, on parle de maisons intelligentes ou connectées avec beaucoup d'avantages liés à l'économie d'énergie et à la sécurité. Explication avec Urbain Benito Sommet et Olopoda. À vue d'œil, il est une maison comme tout autre habitat. Et pourtant, c'est une révolution technologique qui se laisse découvrir et apprécier une fois que vous franchissez la porte de la maison connectée ou encore maison intelligente. Je vais demander à travers mon smartphone au climatiseur de se mettre en marche. Là, j'appuie le bouton. Un climatiseur qui fonctionne avec un smartphone en lieu et place d'une télécommande et une porte qui s'ouvre à l'aide des applications mobiles. Nous sommes dans les locaux de l'Agence des technologies de communication et de sécurité. Ici, tout est automatique, programmable et contrôlé.
Je vais ouvrir. Alors vous voyez, je vais laisser la porte entrouverte pour que vous vérifiez. Je vais mettre mon doigt. Je dis que mon doigt n'est pas reconnu. Tant bien que je suis dans le bâtiment, je suis personnel du bâtiment. Mais je n'ai pas accès à ce niveau en réalité. Avec le code, je peux passer, mais avec mon doigt, je ne pourrai jamais passer. Ça permet de hiérarchiser un peu la circulation des personnes dans un bâtiment. Des appareils en réseau, c'est le principe. Pour mieux comprendre le système des logements connectés, nous allons à la découverte de cette maison intelligente en miniature. À partir du smartphone, je vais essayer de commander tout ce qui est interconnecté ici. Et là, je vais allumer la lumière de la terrasse, la lumière du salon, la lumière de la chambre à coucher. Et on va démarrer les brasseurs. Les avantages sont nombreux et touchent aussi bien le volet économique que le confort individuel et la sécurité. On est à mesure à partir de l'interface, commander à distance les climatiseurs, la télé ou bien les lumières. Aussi pour ceux qui font aussi l'irrigation, à distance on peut décider d'arroser en fait les arbres ou bien arroser les fleurs, tout ça à partir de son smartphone. Au niveau de l'interface, on peut greffer un système de vidéosurveillance. Alors s'il y a un système de vandalisme ou bien je vais dire des intrus qui viennent pour vandaliser la maison, la caméra peut prendre une photo et puis envoyer directement à la personne désignée au niveau de l'interface. Donc à ce niveau, côté sécurité, je pense qu'on peut vraiment minimiser les risques. Objet de science-fiction, il y a quelques années, la maison intelligente se répand à grande vitesse grâce au progrès de la technologie. Un service de plus en plus accessible à tous. Pour faire une maison connectée, ça ne requiert pas un câblage particulier. Déjà pour les bâtiments qui sont construits avec un système de câblage conventionnel, et au niveau des bâtiments, ils peuvent tous migrer un jour ou l'autre s'ils le veulent en maison connectée. Tout dépendra maintenant de ce que ce client voudra. Est-ce que je voudrais contrôler uniquement les lampes? Je voudrais contrôler les brasseurs, l'éclairage, la climatisation et tout autre équipement électroménager dans la maison. C'est possible, oui. À l'Agence des technologies de communication et de sécurité, le rêve est permis et cette jeune équipe de techniciens s'affaire à dupliquer son expertise afin de permettre aux Burkinabés de posséder la maison du futur. Dans l'actualité également, le syndicat national des agents de la garde de sécurité pénitentiaire a tenu un congrès le 3 mars dernier. C'est un congrès ordinaire consacré au bilan des acquis engrangés au profit de la garde de sécurité pénitentiaire. Au nom des acquis, le SYNAGSP retient la réintégration d'agents révoqués et l'acquisition de matériel. On en sait plus avec Césaire Carrefour et Sekou Zongo. Le syndicat des agents de la garde de sécurité pénitentiaire, SYNAGSP, fait ici une halte pour dresser le bilan de 2 années d'activité. À travers ce 6e congrès ordinaire, cette association note des acquis engrangés au profit des agents de la sécurité pénitentiaire, mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Les défis restent énormes pour ce corps de métier dans un contexte de sécurité difficile. En ce qui concerne notre carrière, il y a beaucoup de points qui sont toujours en suspens. Notamment, on a des indemnités telles que les indemnités de risque, les indemnités de charges pénitentiaires et la progression, les avancements. Il y a aussi que notre statut même demande une relecture. Présents à l'ouverture de ce congrès du SYNAGSP, les représentants de syndicats apportent leur soutien aux actions de l'association. Syndicalisme et discipline au sein des forces de sécurité intérieure, c'est le thème de ce congrès, un congrès qui sera sanctionné par le renouvellement du Bureau national. Actualité à l'étranger, et nous évoquons la suite de la visite du pape François en Irak. Ce dimanche, il a célébré une messe publique à Erbil devant des milliers de fidèles. Mais avant, il s'est rendu dans une église de Karakosh pour une autre célébration sous haute sécurité.
Le pape François dans l'église rénovée de Karakoche, un symbole très fort pour les habitants à majorité chrétienne de cette localité martyre du nord de l'Irak. Tous avaient dû fuir à l'arrivée des djihadistes de l'État islamique en 2014. Pendant 3 ans, ces derniers ont ravagé la ville. Cette église avait été entièrement brûlée. C'est là que le pape a prié l'Angélus devant une foule émue qu'il a appelé à reconstruire et à ne pas se décourager. Le souverain pontife a consacré le dernier jour de son voyage historique en Irak à la rencontre des chrétiens du nord du pays. Les forces de sécurité étaient particulièrement en alerte. Il a tout d'abord prié pour les victimes de la guerre, des milliers de yazidis, de chrétiens et de musulmans assassinés par les djihadistes. À Mossoul, les autorités catholiques ne sont pas parvenues à trouver une église en état pour accueillir le pape. Une scène a donc été construite dans les ruines d'églises de différentes obédiences. À Erbil, capitale du Kurdistan irakien, le pape doit célébrer une messe en plein air devant des milliers de fidèles pour continuer à porter son message d'espoir et de paix. Voilà, c'est la fin de ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. C'est également la fin d'une semaine de présentation pour moi. Merci de votre fidélité à la RTV et à très bientôt.